En Europe, l'eau est depuis un millénaire au cœur des questions d'aménagement et du développement urbain. C'est une préoccupation à la fois politique, économique, énergétique, alimentaire, défensive, esthétique, à l'exception d'une courte période qui est en fait le XXe siècle. Cette abondance de l'eau a fait de la fortune de ces régions parce qu'elle a été intelligemment gérée, stockée, distribuée, recyclée, aérée, lagunée. Mon propos vise la genèse, le développement puis l'enterrement du réseau hydrographique urbain d'une vingtaine de villes du nord de la France, la plupart nées au 1er siècle et non loin d'une ressource abondante d'eau. Toutes ces villes sont dotées d'un aqueduc dès la fondation romaine, même ce qui souligne bien le côté éminemment politique et religieux de l'eau captée. Certains aqueducs débitent jusqu'au Xe siècle, comme vous le voyez, mais la plupart s'arrêtent au cours du Haut Moyen-Âge. La grande majorité cesse de fonctionner faute de services publics. Une nouvelle ville close, ramassée, proche d'une zone humide, c'est-à-dire peu occupée mais drainable, d'où l'on tire à fleur de sol un canal qui vient ceinturer le talus de tout venant déblayer. Pour pouvoir assainir la zone humide, il faut dériver ce canal d'une rivière abondante, turbulente, signe manifeste du sacré. De ces fossés pleins d'eau, nous ne savons pas exactement ni le commencement ni la durée du chantier. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les ruines des villes gallo-romaines ou autour des abbayes bénédictines, un noyau urbain prend racine dans un fond de vallée, là où existe un gué ou une rupture de charge hydraulique, où l'eau courante abonde. Cette abondance n'est ni néfaste ni dangereuse, mais salutaire. Elle signifie irrigation, pêche, boisson, surtout pour le bénédictin qui jeûne les 2 tiers de l'année et qui doit consacrer son temps à la prière. L'abbaye se fonde au milieu des eaux, dans une zone tout particulièrement sauvage, habitée par des démons, des dragons. Les prêtres chrétiens vont désacraliser les eaux enchaînées au mal païen, libèrent l'énergie, drainent, draguent, canalisent, remblaient, déblaient, aménagent des gores, des viviers, des varennes, des réserves à poissons, et ils entourent leur territoire abbatial d'un fossé de sécurité religieuse. Il est béni périodiquement et pendant les 3 jours d'érogation mineure qui précèdent l'Ascension. Ces 4 jours de fête sont consacrés donc à la destruction des maléfices des eaux inondables, de telle façon à récupérer toute leur énergie. Et ces canaux qui sont... Voici donc l'abbaye de Clairvaux, le schéma hydraulique de l'abbaye de Clairvaux, qui est absolument extraordinaire. Et donc cette rivière, ces canaux de dérivés vont porter les pondéreux, en particulier les plus encombrants, les pierres à bâtir, le bois de charpente, des matériaux de combustibles divers, jusqu'au cœur même de l'abbaye. Puis, enfin, donc, ces canaux vont capter l'énergie hydraulique en tirant depuis l'amont un long bief dans la berge pour l'amener à un moulin, nouvel équipement. Le moulin est un véritable monument technique, un chef-d'œuvre. On le voit tourner à Cologne et à Dijon dès le VIe siècle, à Arras, où les moines de l'abbaye de Saint-Vaast captent au IXe siècle les sources de la Satie pour former un canal devenu la Scarpe, qui est une grosse rivière. Le moulin devient un haut lieu de biodiversité entre le sec et l'humide, le courant et le stagnant, le déchet et le dépôt. Beaucoup d'oiseaux, de poissons, etc. d'oiseaux dans cette zone donc très humide que constitue le moulin. Alors concernant la ville, plus particulièrement, la ville au cours du XIe siècle, extension de la ville romaine qui avait tiré de ses environs les eaux les plus sacrées, souvent des eaux bouillonnantes ou blanches, calcaires, donc par conséquent, ou rouges, ferrugineuses, c'est le cas de Rouen, puis peut arroser donc ces murailles et ainsi se protéger. La population s'agglomère et se fixe alors pour transformer la matière première locale, organique ou minérale, c'est-à-dire le calcaire, les feuilles, les lentilles métalliques, etc., au bord de l'eau. Très tôt, donc dès le XIe siècle, à ce noyau urbain s'entoure d'une ligne de fossés pleine d'eau, tirée de la proche rivière. Donc c'est une ligne protectrice en cas de siège, dotée parfois de tours inféodées. Avec cette sécurité, la croissance s'amorce, d'abord pour la gloire du Dieu chrétien,
L'évêque doit, dont la fabrique de la cathédrale de Moulins, dont le revenu sert à nourrir les bâtisseurs, les chanoines, la cour épiscopale. Vous voyez ici donc les relations assez nettes entre la constitution des canaux et l'émergence de l'architecture abbatiale ou religieuse au cours du Xe siècle. L'évêque dote la fabrique donc, de Moulins. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que plus l'église est monumentale, plus elle coûte, plus on édifie de moulins sur la rivière alentour et sur les fossés. On compte ainsi à la fin du XIIe siècle une route, grosso modo, de moulins pour 1500 habitants. Donc, ce qui permet d'avoir et d'évaluer donner un caractère démographique à l'eau et donc par conséquent d'évaluer les populations de villes médiévales. Le moulin est un point chaud de la frange urbaine. On y trouve des fruits, on y pêche. L'eau est oxygénée par les battements de la roue de moulin, etc. Et donc, par conséquent, donc, une abondance de poissons. L'eau qu'anime la rotation des roues donc, détruit l'oxydation de la pollution organique urbaine. Le moulin est en fait un conservatoire de la biodiversité. Eau défensive donc, des bellatores, eau énergétique des oratores. Trois quarts des moulins urbains appartiennent à l'Église, au milieu du XIIIe siècle. Eau chimique, enfin, pour l'eau des cuves, l'eau des fosses, des puits, des laboratores, de ceux qui travaillent. Les métiers de la rivière, c'est une expression qu'on retrouve à Chartres et à Caen pour désigner l'ensemble de ces métiers qui travaillent les pieds dans l'eau. Les métiers de la rivière, c'est une très belle expression qui comprend les tanneurs, les tisserands, les teinturiers, les parcheminiers, les mégissiers, les bouchers, les telliers, etc., etc. Ils ont un fort besoin d'eau courante pour transformer les matières. Tous ces exemples auxquels je pourrais ajouter les villes de Champagne, Troyes, Provins, etc., mises à l'eau dure au début du XIIe siècle pour produire des draps de teinte exceptionnels obtenus grâce à la qualité locale des eaux et un aménagement spécifique des aires de travail. Ces aménagements hydrographiques, commencés autour de l'an 1000, requièrent un haut niveau de connaissances mécaniques et chimiques des sols, du nivellement à faible pente qu'on trouve encore à l'abbaye de Cluny. De là à penser que les maîtres des eaux bénédictins itinérants ou des experts, comme André le Sémentier auprès de Henri le Libéral et Thibault le Chansonnier en Champagne, en fait donc sont des aménageurs hydrographiques. Les métiers occupent ainsi complémentairement les bords des rivières. Les teinturiers se placent plutôt à l'amont, en eau claire. Leur succèdent des mégissiers qui tirent parti des eaux de rinçage des teintures, alunées, bonnes pour la mégie. Les tanneurs se placent sur un autre bras, à l'aval des boucheries, d'où viennent le sang lessivé et dilué, qui ont des vertus assouplissantes pour les cuirs. Les boulangers préfèrent l'eau de puits, comme les forgerons, car elle est chargée de sel. Ces eaux urbaines ont de telles potentialités qu'elles organisent des métiers qui se concertent et qui s'opposent à l'autorité féodale, qui se rassemblent aussi quand ils sont riches pour crier commune, commune, et pour ériger donc le beffroi qui signe la démocratie médiévale. C'est parce que l'eau est là, elle est présente, courante, stagnante, riante, froide ou chaude, que la ville s'enrichit ou qu'elle investit dans le futur, donc dans le paradis. Et le témoin actuel de cette puissance de l'eau, c'est la richesse formelle des monuments religieux et laïques, c'est-à-dire l'art gothique. L'eau n'est pas qu'utile à la cité, elle est aussi ludique. Au bord de la rivière, on se promène, on se détend, on pêche, on flirte à la belle saison. Aux grands événements, à la naissance du prince, du mariage du comte, des élections près de l'évêque, etc., de l'abbé, on teste des estrades et on arme des bateaux pour jouer sur l'eau. Cette civilisation de l'eau s'achève par l'adduction d'eau vierge depuis les collines alentours jusqu'aux fontaines monumentales, qu'on dote de fontaines. Donc ces fontaines à Provins, à Rouen, à Paris, à Troyes, sont des nouveaux lieux de sociabilité urbaine et sont habillés de verdure et de dentelle pour les grandes fêtes religieuses. À bien regarder, la majorité des richesses urbaines sont engendrées par l'eau. Cette eau qui fait finalement la sociabilité urbaine, l'urbanité médiévale, n'est ni stagnante, ni courante, ni sale, ni abondante. Elle est l'objet d'une gouvernance sociale. Cette eau ménagère fait de la cité une Venise. Donc voici une comparaison des villes entre elles. Et vous voyez donc, en comparant toutes ces villes les unes aux autres, Amiens,
et puis Troyes, qui est cette ville-là, qui a la forme d'un bouchon de champagne. C'est connu pour ça, parce que Troyes est en Champagne. Rouen, etc. Vous voyez que voilà la situation de Venise à peu près en 1250, et vous voyez la densité de canaux qui est égale, voire supérieure à celle de Venise. Pour accroître sa résistance au siège, la ville élargit donc et approfondit ses fossés et ses douves. Avec des déblais, elle remblait sa muraille, l'épaissit pour former un sommet de boulevard sur lesquels on roule au canon. Donc vous voyez tous ces fossés qui sont constitués, qui sont des véritables plans d'eau qui se matérialisent donc autour de la cité. Tout autour de ces villes se constitue donc un fossé d'eau stagnante qu'on voit ici donc, dans ces étendues. Dans le cas de Beauvais, par exemple, qui est la première que vous voyez ici, vous voyez les extensions en surface des eaux. Et en fait, la surface des eaux va comprendre quasiment le tiers de la ville, enfin 20% de la surface de la ville, tellement c'est important. Et donc on a en fait un phénomène d'eau stagnante autour de la ville et qui va donc engendrer donc voici Amiens avec la citadelle d'Amiens qui est construite par Henri IV pour contrôler la ville et tout le réseau de canaux qui est au-dessus à l'amont et à l'aval. Reims c'est pareil ici, Rouen etc. C'est toutes ces extensions au bord de la Seine. Et sur ces extensions, donc on va développer donc un nouveau textile qui n'est plus le drap et de la laine, mais qui est la toile. Or, la toile a besoin, pour gagner en valeur ajoutée, d'être blanchie. Et c'est dans ces fossés, donc dans ces petits canaux qui sont constitués donc à la périphérie de la ville, dans tous ces petits canaux-là, qu'on blanchit les toiles. Non seulement donc il ne faut pas oublier les canaux, mais il ne faut pas oublier non plus la nappe phréatique qui est aussi fortement utilisée. Et en particulier, chaque maison dispose, donc, dans la société, enfin au nord de la France, d'un puits par maison, ou au moins un puits, voire deux puits. Un pour pomper de l'eau et l'autre pour évacuer l'eau, qu'on appelle un puisard. Donc ces eaux donc, de puits sont très recherchées pour la qualité donc, des sels qui sont contenus. Par exemple, les amidonniers à Paris, par exemple, donc, au XVIIe siècle, disposent donc, de puits, ils ramassent l'eau, ils pompent l'eau des puits pour servir, donc, qui sont des eaux locales, qui sont très fermentées, et ça sert ainsi donc à développer, donc à distiller la midonnerie. À mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle, des critiques se font de plus en plus vives envers cette eau qui fait de la cité un énorme espace de fermentation, de puanteur, de fièvre paludéenne. Les plus acerbes sont les officiers du génie, qui donc gouvernent les places fortes du royaume. Pour eux, les fossés pleins d'eau sont inutiles et coûteux d'entretien en pied de paix. Il vaut mieux les écluser, en faire des eaux stagnantes, une eau dynamique, retenir donc loin de la cité dans des réservoirs dotés de pêcheries, de plantations, de prairies, une eau que le directeur de la place lâche à l'approche de l'ennemi pour en inonder les bords et arrêter la marche du canon. Les médecins aussi se plaignent, puisque l'humidité permanente dans la ville engendre des maladies et réduit l'espérance de vie. Trop de boue, trop de poussière, il faut donc imperméabiliser. Les géographes interviennent aussi, comme les philosophes et les économistes, pour dénoncer les excès de la nature, les inondations, les sécheresses, les ravinements, etc., que l'homme doit maintenir et dominer par la raison. La question de l'eau urbaine est donc étendue au territoire, à la banlieue, au terroir. Comment gérer au mieux alors la défense, l'agriculture, l'élevage, le transport, la santé, le paysage, le paysagement, etc. En fait, le capitalisme investit lourdement dans l'eau et non pour la domestiquer, mais la contrôler, la surveiller, l'exploiter avec rentabilité. L'industrie préfère l'eau moins saline, qu'elle va chercher plus profonde par forage, ou l'eau conduite sous pression depuis les collines des alentours, donc les eaux souterraines. Les grandes villes optent unanimement au milieu du XIXe siècle pour l'enfermement de l'eau dans des réservoirs, dans des tuyaux, sous une couche imperméable. Les eaux résiduaires, la pluie, la neige, jugées encombrantes et inactives, sont assimilées à des détritus et donc évacuées rapidement par les moyens naturels. Peu à peu, donc, les édiles, architectes voyés, ingénieurs, maires nommés, etc., font disparaître l'eau stagnante en rehaussant les rues pour y enfouir les égouts, en instaurant des trottoirs, en y glissant des tuyaux d'eau claire pour puits potable, le gaz d'éclairage. La seule eau courante est celle des rivières, plutôt navigable, qui sert au transport fluvial.
Si elle n'est pas très large, le ruisseau urbain déversant ses eaux usées et boueuses est transformé en émissaire et recouvert d'une dalle. Il devient donc une rue. De nouveau, matériaux issus de la révolution industrielle, le zinc, le bitume, le goudron, etc., couvrent la ville et la rendent imperméable. Le XIXe siècle fait de l'eau donc une question essentiellement politique. Au nom de l'utilité publique, on assèche des millions d'hectares de marais, on comble des puits, on impose l'eau sous pression. La saison donc disparaît au milieu de la ville, disparaît de la ville. Le citadin va chercher donc dans la banlieue l'eau courante en s'y promenant, en y festoyant, parce qu'il peut s'y rendre depuis le 1830 par le train ou avec le vélo dans les années 1880. Les bords de l'eau donc renaissent à la fin du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, il y avait les guinguettes, les cabarets, les pêcheurs, les stations balnéaires. À côté de cette eau fonctionnalisée, des techniciens, canalisée et calibrée pour le transport, pour l'alimentation dans la ville avec la perte de charge minimale. L'eau ludique, si magnifiquement mise en scène par les impressionnistes. Un demi-siècle durant, tout est fait pour déshydrater le paysage de la ville. Des gares, des tramways et des périphériques se placent en place des boulevards et fossés, des fortifications démantelées. Tout ça, c'est donc des équipements publics du XXe siècle qui viennent se greffer sur les anciennes fortifications. L'hygiénisme et le technicien municipal, l'ingénieur, effacent donc toute trace liquide à la satisfaction de la presse, de l'opinion publique. Les bords d'eau sont devenus au XXe siècle des coupe-gorges, des dépotoirs, des lieux de criminalité que met en scène le cinéma. 50 ans donc d'effacement. Depuis les années 1980, enfin, les citadins rêvent d'eau pour égayer leur quartier, pour chanter et rire. En France, aux États-Unis, au Japon, non plus l'énergie, celle-là elle est capturée par les montagnes, ni la chimie, ni la défense, ni l'alimentation domestique, elle est assurée à 95%, mais la qualité de vie, l'urbanité, l'aménité. L'eau courante redestine le paysage citadin, joue avec les enfants, assagit des adolescents, convie à déjeuner, à causer, à séduire, reverdit le quartier. Bref, l'eau contribue à redonner de l'urbanité à la densité, à éclairer l'utilité publique. En France, les grandes villes réaménagent des places pour y faire sourdre des fontaines, jaillir des bruines, ainsi le boulevard Richard Lenoir à Paris, ou des aménagements donc de la ville d'Amiens, ou d'ailleurs, ou à Berlin, faire des brouillards, des vapeurs, au spectacle qui, judicieusement éclairé, fait éclairer la nuit et la fête. Des syndicats de communes réaménagent leurs rivières, ils tracent des lais, installent des parcs de loisirs. Ce n'est pas très cher, cela met bien le patrimoine en valeur. Ce n'est pas la mer à boire, et je vous renvoie donc je vous remercie de votre attention et de votre écoute.